Merci. Nickel. Je vais essayer de garder ça là. Du coup, je me présente, je suis Alexandre Chicoline. Je suis en quatrième année de médecine, enfin, je rentre en quatrième année. Donc, je vous fais le cours qui suit le premier cours de biologie cellulaire, pardon, qui va porter sur le compartiment cytosolique, la mitochondrie et les peroxysomes. Vous allez voir qu'en biocell, les chapitres en soi, ils sont assez peu liés les uns aux autres, mais une fois que vous aurez tout vu, en fait, vous serez capable de comprendre à peu près toute la machinerie cellulaire. Et en fait, c'est le but de la BioC. Je ne vous cache pas que c'est une matière qui attire assez peu de monde après, hein. Là, les deux tuteurs que vous avez qui ont fait la BioC, Calypso et moi, on est tous les deux en quatrième année. On est anciens responsables de matière de la biologie cellulaire des PASS. C'est à peu près les mêmes cours pour les LAS, c'est un peu épuré même plutôt. Donc c'est une bonne nouvelle pour vous, vous avez moins de choses barbantes à apprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à m'interrompre à voix haute, hein, c'est comme vous voulez. Juste voilà, s'il y a un truc que vous ne comprenez pas ou si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le signaler. Donc, on va commencer par le compartiment cytosolique, également appelé cytosol. Alors, parmi vous, il y en a combien qui ont fait SP, SVT répondre dans le chat, au pire? Ok, nickel. Est-ce qu'en SP, SVT, vous voyez encore la cellule ou pas? Ouais, nickel. Alors, je pense que vous savez un petit peu ce que c'est. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du cytoplasme ou pas du tout? Ouais, nickel, ok. Alors, du coup, pour les autres, le cytoplasme, c'est tout ce qu'il y a dans la cellule, en fait, on va dire entre le noyau et la membrane plasmique. Ben, c'est l'espèce de liquide qu'il y a au milieu, en fait, entre les deux. Sauf qu'en fait, ça, c'est la vue donc, qu'on a un peu en SVT au lycée. En première année, vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le cytoplasme, il est composé d'énormément d'organites. Donc, les organites, c'est ça, les petits organes, hein, littéralement. Organites, ça va définir tout ce qui a une membrane, grosso modo. Donc là, ils sont entourés en bleu sur le schéma qu'il y a devant vous. Donc, il y a les grains de sécrétion, lysosome, l'appareil de Golgi, pardon, l'enveloppe nucléaire, le réticulum endoplasmique, lisse ou granulé. Et vous étudierez un petit peu plus en détail dans le prochain cours qui est le jeudi, je crois, sur le système endomembranaire. Donc, vous allez voir le système qui a une membrane dans la cellule. Donc, vous verrez les réticulums, vous verrez Golgi, vous verrez le lysosome aussi, il me semble, s'il est au programme des LAS. Et ensuite, donc, il y a les organites qui n'appartiennent pas au système endomembranaire, dont on va parler tout à l'heure. C'est la mitochondrie et le peroxysome. Ça, c'est deux exceptions qui sont importantes à connaître parce qu'en fait, ça fait des items très faciles au QCM. Genre, par exemple, question, parmi les organites suivants, lesquels appartiennent au système endomembranaire? Donc, on vous en met 5. Ben, si dedans on met la mitochondrie ou le peroxysome, vous ne les cochez pas. Dans le cytoplasme, pardon, il y a autre chose que les organites. Il y a aussi pas mal d'édifices moléculaires, on dit. En fait, c'est juste un terme générique pour définir le reste de termes un peu scientifiques. Donc, on a les inclusions lipidiques qui sont en bas à gauche sur le schéma. C'est basiquement du gras. On va y revenir tout à l'heure. Les ribosomes libres, ça aussi, vous en parlerez jeudi pendant le système endomembranaire. Le ribosome, en fait, c'est la machinerie qui va permettre de créer des protéines. Donc, en fait, c'est des protéines qui vont assembler d'autres protéines, hein, basiquement. C'est comme une petite usine. Les filaments du cytosquelette, ça, vous ne les voyez pas pendant la pré-rentrée. C'est pas dur à comprendre. Cytocellule, squelette, squelette. Donc, c'est le squelette de la cellule. Donc, vous voyez, il y a les microtubules à gauche, le centriole, et donc les filaments du cytosquelette, là, c'est l'actine, en fait. Basiquement, ça donne la forme à la cellule et ça va lui permettre d'avoir un axe de progression si elle doit avancer. Donc ça, c'est le cytoplasme, sauf que ce qui nous intéresse, c'est le cytosol. Il y a une nuance entre les deux. Le cytosol, c'est le cytoplasme moins les organites membranaires, donc moins les organites en gros. Le nucléoplasme, bien noté que ça fait partie du cytosol, parce qu'en fait, le noyau, vous avez tendance à voir ça au lycée comme un compartiment qui est fermé. En fait, le noyau, c'est pas du tout fermé, il y a plein de pores, et autant les protéines, elles passent pas les pores, autant en fait, le liquide, on va dire, qu'il y a dans le cytoplasme, il passe dans le noyau. Donc en fait, le cytosol, il est aussi dans le noyau,
sauf qu'on l'appelle nucléoplasme, c'est le machin qu'il y a dans le noyau, grosso modo. Voilà, ça c'est le petit twist à bien retenir. Et en fait, c'est utile pour comprendre parce que, d'une manière générale, la plupart des éléments du cytosol se retrouvent dans le nucléoplasme. Donc, le petit même en dessous qui récapitule un petit peu tout ce qui est organite ne va pas se trouver, ne va pas en tout cas faire partie du cytosol. On va considérer ça juste comme un organite à part. Et à l'inverse, tout ce qui était marqué comme, tout à l'heure, j'ai dit le reste, je ne sais plus ce que c'est. Mais je ne vais pas retourner sur Zoom, tant pis. Donc, voilà, tout ce qui est les ribosomes libres, l'eau, les inclusions lipidiques, donc le gras, le cytosquelette, le protéasome, le glycogène, tout ça, ça fera partie du cytosol. Donc, en fait, le cytosol, c'est ce qui reste quand vous avez enlevé les organites. Donc, c'est un peu dur à visualiser, on va dire, de tête au début, mais franchement, après, vous prenez le pli à force de voir un petit peu biosser. Donc, les 5 grands rôles du cytosol. Je vous préviens de suite, il y en a un qu'on ne va pas du tout voir en fait, parce que dans les cours des LAS, il leur renvoie directement à un chapitre en chimie ou en biochimie, enfin, l'équivalent du 1 des passes. Vous avez un rôle entier dessus, c'est celui sur les glucides. Alors, s'il y a de la SPSVT là-dedans, est-ce qu'en fait, vous avez fait un petit peu ça? Est-ce que vous savez c'est quoi les 5 grands rôles du cytosol en fait? Qu'est-ce qui se passe dans la cellule qui est important? Bon, je sens que vous séchez. Donc, on a le métabolisme du glucose. Donc, ça, c'est basiquement le sucre, le fait de faire de l'énergie. Mais il y a tout un chapitre donc, qui est dédié en biochimie. Le métabolisme des lipides. Alors, ça aussi, vous avez un chapitre entier sur les lipides en biochimie, mais leur métabolisme, vous allez vite fait l'aborder ici. Franchement, c'est pas hyper compliqué. Synthèse et modification des protéines, ça, c'est un truc très important et c'est un gros chapitre. Dégradation des protéines, pareil, très important. Et défense immunitaire, c'est un peu plus complexe, mais c'est plus léger que tout ce qui concerne les protéines. Alors, donc, on va commencer par le métabolisme lipidique, puisque je rappelle que les glucoses, il faut avoir le cours du 1. Il n'était même pas dans ce cours-là, sur le cours du prof que la fac a donné. Donc, le cytosol, c'est un lieu de stockage des lipides. Vous avez vu en bas tout à l'heure l'inclusion lipidique. Alors oui, on fait un chapitre sur ce tout petit machin qui est ici, qui représente à vue de nez là environ 1/50e du volume cellulaire. Sauf que il faut se rappeler que les cellules, en fait, elles sont pas toutes pareilles. Il y a environ 300 types cellulaires, je crois. On vous a épargné l'histologie en LAS, mais en fait, du coup, il faudra l'avoir en deuxième année, ceux qui vont en médecine en tout cas. Les cellules, elles ne sont pas organisées toutes de la même manière. Donc, il y en a qui ont un gros noyau, il y en a qui ont beaucoup de mitochondries, il y en a qui ont beaucoup de réticulum endoplasmique. Et il y en a qui ont énormément de gras. Donc, c'est les cellules adipeuses. En fait, adipocyte, c'est la cellule du gras étymologiquement. Donc, comme vous voyez sur le petit schéma qu'il y a à droite, le gras représente environ 80% de la cellule. Le reste, c'est le noyau. Là, j'ai mis beaucoup de cytosol, j'ai fait exprès en fait, juste pour montrer un petit peu la proportion. Le gras peut être très important dans une cellule. Cette inclusion lipidique, alors elle est formée à partir du feuillet cytosolique de la membrane du réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique, pour ne pas spoiler, grosso modo, il va avoir deux feuillets, un cytosolique et un non cytosolique. Et donc, c'est le feuillet cytosolique qui va former la membrane, c'est-à-dire qu'en fait, elle va se replier au fur et à mesure, elle va s'isoler du reste du réticulum et elle va se retourner sur elle-même, on va dire, jusqu'à former une couche autour des lipides, pardon, enfin autour des lipides, oui, voilà. Notez quand même que donc, cette couche, c'est plus une membrane du coup, c'est une inclusion. Donc en fait, la couche de lipides de la membrane, ça va devenir l'inclusion. Donc ça sera plus considéré comme une membrane. Donc elle ne comporte pas de membrane d'enveloppe. Là, ce point, il n'est pas forcément très clair. Dites-moi si vous avez compris ou pas compris. Enfin, sur ceux qui n'ont pas compris en fait. Ok. Du coup, alors le réticulum endoplasmique, pardon, c'est un organite qui a une membrane. Et cette membrane, elle est faite de lipides. Parce qu'en fait, les membranes de la cellule,
elles doivent être hydrophobes. Donc, en fait, c'est beaucoup de gras. L'inclusion lipidique, ça va être une partie de la membrane qui va s'isoler du reste donc, de l'organite, qui va se replier sur elle-même et qui va faire une sorte de grosse boule de gras. Sauf qu'une fois qu'elle a fait cette boule de gras, elle n'est plus considérée comme membrane d'enveloppe. Elle est considérée que comme inclusion. Donc en fait, c'est une membrane qui n'est plus considérée comme une membrane une fois qu'elle s'est repliée sur elle-même. Voilà, de rien. Donc sert pardon, à l'homéostasie du stockage des lipides. Homéostasie, c'est un gros mot que vous voyez beaucoup en passe, en deuxième année après. C'est-à-dire équilibre, en gros. Donc oui, c'est un peu logique, hein, l'inclusion lipidique, ça sert à stocker des lipides. Et on attaque donc les gros morceaux, synthèse, modification des protéines. Alors, petit quiz pour vous. D'après vous, il y a combien de pourcents des protéines qui vont commencer leur synthèse dans le cytosol? 100, ouais, bah direct, one shot. C'est 100, bien joué aux deux qui ont trouvé. Alors, sur ces 100%, donc en fait, elles commencent toutes la synthèse dans le cytosol. Il y en a combien qui vont finir la synthèse dans le cytosol? 80, 0, 70, 60. C'est bien, vous dites à peu près tous les chiffres. En gros, non, il y en a 50% à peu près qui vont finir dans le cytosol et 50% qui vont transiter par le réticulum endoplasmique. Ça, c'est le chiffre qu'il y avait dans le cours des LAS, dans le cours des passes et de cours que moi j'avais en passé, c'était pas exactement celui-là. Mais grosso modo, ça aussi, enfin, ça, c'est aussi un truc, une spécificité de la fac, on va dire. C'est les cours qui font le prof. Et donc, en fait, le cours des profs fait foi pour l'examen, même si certains profs ne sont pas d'accord entre eux, et même si parfois il y a des erreurs assez évidentes dans certains cours. Tant que le prof ne le modifie pas, il faut l'apprendre pour l'examen. Voilà. En passe, on disait que c'était un tiers, deux tiers, je crois. Donc, alors ça, c'est un truc qui est très important. La synthèse de toutes les protéines nucléaires, donc toutes les protéines qui sont codées par l'ADN du noyau, elle va démarrer dans le cytosol. Ça aussi, c'est un item qui tombe tout le temps en QCM. C'est vraiment un item phare, en fait. C'est littéralement l'un des trucs à retenir le cytosol, c'est que la synthèse des protéines commence dedans. Donc, en bas, il y a les proportions, pardon. 100% des protéines donc, débutent leur synthèse dans le cytosol. 50% finissent la synthèse dans le cytosol et les 50% qui restent, pardon, ils vont transiter par le RE. RE, c'est réticulum endoplasmique. Et ça, pareil, en fait, vous verrez plus en détail jeudi dans le système endomembranaire comment ça marche. Grosso modo, on va commencer on va commencer à assembler les acides aminés qui forment la protéine dans le cytosol. Arrivé à un moment, il y aura un signal. Ça s'appelle le peptide signal pour le réticulum endoplasmique. Et en fait, quand le ribosome, donc quand la petite unité qu'on a vue au tout début du cours, là, qui est en train de synthétiser, d'ajouter les acides aminés un par un, elle va reconnaître le peptide signal de la protéine en formation. Elle va arrêter de coder. Il y a une deuxième protéine qui va la prendre en charge, qui va l'amener jusqu'au réticulum, la faire rentrer dans le réticulum. Et dans le réticulum, il y a d'autres ribosomes du réticulum cette fois, qui vont continuer de la synthétiser. Et donc, en fait, c'est comme ça que la protéine, elle va être entièrement formée. Ça, voilà, ça, c'est en fait, c'est classé par destination, grosso modo. Celles qui vont finir la synthèse dans le cytosol, ça va être les protéines destinées donc, au cytosol, destinées au noyau, puisque je rappelle que le nucléoplasme, enfin, ça compte comme du cytosol. Celles qui vont aller au nucléole, ça, le nucléole, je ne sais pas si on vous en parle pas dans le cours, c'est une région un petit peu particulière du noyau, mais bon. Celles qui vont aller dans la mitochondrie ou dans le peroxysome, je rappelle que c'est des organismes qui ne sont pas du système endomembranaire. Donc, en fait, ça va aussi aller dans le cytosol. Et tout ce qui va aller donc, sur la face cytosolique des membranes, bah, toujours pareil, côté cytosol. Et à l'inverse, les protéines qui vont être synthétisées dans le système endomembranaire, dans le RE, bah, ça va être les protéines du système endomembranaire, hein, donc, le lysosome,
le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, la membrane plasmique côté extracellulaire, pas côté cytosolique, l'autre, et tout ce qui va être des protéines sécrétées directement dans la matrice extracellulaire. La matrice, c'est ce qui va séparer deux cellules. C'est une espèce de gel entre deux cellules, en fait. Et c'est bourré de protéines. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. La destination des protéines, elle va dépendre de signaux spécifiques. Donc une protéine, c'est un enchaînement d'acides aminés, pour ceux qui ignoreraient. Donc arginine, lysine, enfin bref, histidine, il y a beaucoup d'acides aminés qui s'enchaînent. Les protéines, ça en fait quelques centaines en général, il me semble. Et donc, un moment, dans la séquence d'acides aminés, va y avoir un ordre très particulier qui va dire, enfin, qui va être nommé signal. Par exemple, le peptide signal, c'est un ordre de protéines particulier. Par exemple, vous aurez en position 10 une histidine, en position 11 une arginine, en position 12 une lysine. Là, je dis un truc copie, enfin, c'est pas tout ça. Mais par exemple, l'enchaînement de ces trois acides aminés, le ribosome pardon, va le reconnaître comme étant un peptide signal. Et le petit signal, c'est associé au réticulum endoplasmique. Donc, quand il va lire ces trois acides aminés, quand il va synthétiser sa protéine, il va s'arrêter et il va l'envoyer au réticulum, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, il y a des signaux pour à peu près tout. Il y a un signal, c'est le NLS. Lui sert à la localisation dans le noyau. Donc, en fait, quand une protéine porte le NLS sur soi, une fois qu'elle est synthétisée, ben, il y a une protéine chaperon, une deuxième protéine, qui va l'apporter jusqu'au noyau pour qu'elle reste dans le noyau. Donc voilà, ça s'appelle les protéines d'importation. Donc la SRP, c'est la Signal Recognition Protein. Donc elle reconnaît le peptide signal. Donc en fait, elle est dans le cytosol et elle va aider les protéines qui portent le peptide signal à aller dans le réticulum. Et les importines, donc elles vont importer les protéines qui portent le NLS dans le noyau. Donc ça, c'est les signaux d'importation. Il y a également des signaux de rétention qui existent. Je crois qu'il y a KDEL et KKXX. Il y en a un qui sert au Golgi, l'autre qui sert au réticulum endoplasmique. Je ne sais jamais lequel est lequel. Ça, vous l'apprendrez vous-même quand vous aurez vos cours. Mais donc voilà, il y a plein de signaux et il y en a quasiment un, voire deux pour chaque organite et chaque compartiment de la cellule. Donc ça, c'était pour la synthèse que vous verrez plus en détail, je rappelle, jeudi. La modification des protéines, ça c'est quelque chose qui est très important et que vous verrez également jeudi. Grosso modo, cette modification, elle est indispensable aux fonctions biologiques, tout simplement parce que, en fait, souvent, vous allez synthétiser une protéine qui ne sera pas mature, on dit. Pour qu'elle soit mature et fonctionnelle, il faut qu'elle ait des sucres, il faut qu'elle ait de l'alcool, il faut qu'elle ait des ponts disulfure, donc des ponts entre deux atomes de soufre qui l'aident à se replier. En fait, sans ça, elle ne marche pas. Et il y a beaucoup de maladies qui sont dues juste en fait à une enzyme, à un moment qui n'a pas marché, qui a empêché la pose d'un pont disulfure ou d'une hydroxylation ou d'une glycosylation. Donc, hydroxylation, on rajoute un OH, donc un oxygène. Glycosylation, on rajoute un sucre. Et en fait, il y a plein de modifications comme ça. Acylation, carboxylation, des trucs. Enfin, vraiment, il y en a plein, selon le groupement chimique que vous allez rajouter à votre protéine. Donc, évidemment, ça se fait pas, ça se fait pas n'importe comment, hein. Chaque protéine, grosso modo, elle a un trajet défini. Et les enzymes ne vont pas rajouter des groupements n'importe où. Donc, à la fin, votre enzyme ne sera pas un hérisson, hein, elle portera simplement deux ou trois, enfin votre protéine, pardon. Elle portera simplement deux ou trois sucres et elle aura, je sais pas, deux ponts disulfure et deux hydroxylations, mais ce ne sera pas mis au hasard et ce sera pareil pour toutes les protéines identiques. Cette modification, elle est réversible. Par exemple, les phosphorylases, elles vont couper des groupements phosphore et les kinases, elles vont en ajouter. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez fréquent. C'est surtout pour les protéines qui servent de signaux, en fait. On va couper un phosphore, on va rajouter un phosphore, ça permet en fait de recycler la protéine sans avoir à chaque fois la dégrader et en refaire une nouvelle. Et donc, on peut ajouter plusieurs groupements sur une même protéine. Il y a des protéines qui portent des groupements phosphore, des groupements hydroxyle, des acylations, des ponts disulfure, des hydroxylations. Donc voilà, ça, c'est possible plusieurs fois. La dégradation des protéines, donc ça, c'est l'étape d'après. Une fois que la protéine elle est vieille ou si elle a été mal formée, ce qui est assez fréquent, on va la protéolyser.
Donc, protéolyse, toujours pareil. Étymologie, protéoprotéine. Lyse, dégradation. Donc, dégradation de protéines. Alors, c'est un mécanisme qui est essentiel pour le turnover, donc le recyclage des protéines, grosso modo. Il est effectué par ce qu'on appelle des protéases. Donc, les protéases, c'est des enzymes qui vont couper des protéines, cliver des protéines, on dit. En biologie cellulaire, on dit beaucoup plus cliver que couper. Donc, il y en a deux types. Il y a celles qui fonctionnent à pH acide et celles qui fonctionnent à pH neutre. Là, on va traiter un des deux types parce qu'en fait, l'autre, c'est un autre cours. Donc, vous avez une chance sur deux. D'après vous, est-ce qu'on va faire le pH acide ou le pH neutre? Acide? Non, raté, c'était neutre. L'acide, en fait, les protéases acides, elles vont fonctionner dans le système endomembranaire, donc dans l'appareil de Golgi, et dans surtout le lysosome, qui est le compartiment le plus acide de la cellule. C'est un petit peu comme dans les films, si vous voulez, une espèce de poubelle pleine d'acide dans laquelle tout va se dissoudre petit à petit. Donc ça, voilà, c'est le lysosome, donc on n'en parlera pas aujourd'hui. On va faire les protéines, enfin, les protéases, pardon, qui fonctionnent à pH neutre. Et on va introduire le protéasome, qui est un petit peu la star de ce chapitre. Le protéasome, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un complexe protéique formé de protéases de la superfamille AAA. AAA, je crois que c'est pour... Non, je sais plus c'est pourquoi AAA. Enfin, c'est une signification particulière, c'est pas juste un rire chelou. Grosso modo, qu'est-ce que c'est donc le protéasome? C'est plein de protéases qui sont assemblées entre elles et ça forme une espèce d'ensemble qui est prêt à couper les protéines qui sont présentées. Alors, ça ne marche pas n'importe comment non plus, le protéasome, hein. Il faut un pH neutre, il faut de l'énergie disponible, de l'ATP. ATP, c'est l'adénosine triphosphate. Et il faut que la protéine qu'on veut dégrader soit ubiquitinylée. Ubiquitinylée, on verra juste après ce que ça veut dire. Mais donc voilà, ces trois conditions de fonctionnement, elles sont très très importantes. Il faut bien les connaître. Là aussi, ça tombe en QCM. Le protéasome, pareil, enfin, un peu comme tout le reste, hein, on le retrouve à la fois dans le cytoplasme et dans le nucléoplasme, puisque le nucléoplasme compte comme le cytosol. Donc en fait, le protéasome, il va dégrader les protéines à la fois dans le noyau et hors du noyau. Pour la dégradation, donc, elle s'effectue de manière totale ou partielle. Si c'est total, en fait, on va couper toutes les liaisons entre tous les acides aminés et ensuite, en fait, on va expulser les acides aminés et ils pourront être réutilisés par des ribosomes pour recréer des protéines. Donc, en fait, c'est le recyclage. Sinon, on peut juste casser les liaisons pour faire de l'énergie. Parce qu'en fait, les acides aminés, donc, et n'importe quelle protéine, enfin, ou lipide ou n'importe quoi, ou l'ATP par exemple, les atomes, tout va être donc lié par des liaisons. Ces liaisons, elles possèdent une énergie propre, et si vous brisez la liaison, vous allez recevoir de l'énergie. C'est un peu aussi le principe du nucléaire. On casse des atomes, c'est pareil. Mais à plus petite échelle, donc en fait, il y a moins d'énergie quand même. On peut également présenter aux cellules immunitaires les fragments d'acides aminés. Ça, on en reparlera un petit peu tout à l'heure aussi. Grosso modo, voilà, c'est la dégradation totale. La dégradation partielle, j'en parle un petit peu moins. Elle a un point d'intérêt, grosso modo, dégradation partielle. Le protéasome coupe votre protéine. Il finit pas, et quand il a la flemme, en fait, il adresse au lysosome, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure, qui a les protéases très acides. Donc, en fait, la protéine, elle débute sa fin dans le protéasome et elle est complètement annihilée ensuite dans le lysosome. Ce qui est important aussi pour le protéasome, c'est qu'il va dégrader les protéines normales ou anormales. Le tout, en fait, c'est qu'elles soient donc ubiquitinylées. Protéines normales, ça va simplement être des protéines vieilles, en fait, ou des protéines qu'on a en trop. Si par exemple, on a une inflammation, on est malade, ou comme ça, on va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de protéines de l'inflammation. Mais si, en fait, à la fin, bah, l'inflammation est vaincue, le microbe n'est plus là, les protéines qui en trop, il faut pouvoir les dégrader, et ce sera le rôle du protéasome. Les protéines anormales, bon, ça c'est un petit peu plus logique, c'est quand la machinerie qui sert à former les protéines, elle se trompe. Si par exemple vos ribosomes commettent une erreur, ne mettent pas le bon acide aminé, ou si on rate dans la chaîne ensuite pour les modifications, s'il y a un pont disulfure qui est mal formé, une hydroxylation qui n'est pas là,
une kinase qui a mal fait son taf, ben, la protéine, elle ne marche pas, elle est reconnue comme défectueuse et elle est envoyée dans dans le protéasome, pardon, pour être dégradée et donc recyclée en nouvelles protéines bien fonctionnelles. Donc là, c'est l'application protéasome et mucoviscidose. Alors, la mucoviscidose, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maladie génétique qui est quand même assez connue. Son symptôme phare, on va dire, c'est l'abondance du mucus. Mucus, muco, et après viscidose pour visqueux. En fait, c'est la maladie du mucus visqueux. Donc, elle est due à une mutation de la protéine CFTR. Protéine CFTR, en fait, c'est un canal chlore qu'on va mettre dans la membrane plasmique. Et alors, s'il est muté, il n'y a pas assez d'eau dans le mucus. Donc, en fait, ça rend un mucus qui est très visqueux et très abondant. Alors, en fait, quel est le lien de tout ça avec le protéasome? Donc, quand CFTR est muté, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, elle va être anormale. Elle est reconnue comme défectueuse. La cellule, en fait, elle va reconnaître, elle va dire, là, il n'y a pas le bon enchaînement d'acides aminés, il y a un problème. La protéine, elle est trop courte. La protéine, elle ne sera pas fonctionnelle comme ça. La protéine, elle est dégueulasse. Donc, elle va l'ubiquitineer, elle va l'envoyer au protéasome. Et donc, le protéasome va la dégrader. Donc, en situation normale, il y en a peut-être je sais pas, allez, une sur trois qui va être mal formée, on va dire, et dégradée. Mais quand vous avez 2 tiers de protéines qui sont bien formées, c'est pas grave. Parce que même s'il y a un tiers qui est recyclé, ben, les 2 tiers qui restent, c'est assez en fait pour faire un fonctionnement normal de la cellule. Le problème dans la mucoviscidose, c'est que la mutation, elle est génétique. C'est pas la cellule qui se foire, c'est les gènes qui sont ratés. Donc en fait, quasiment tous les CFTR qui vont sortir, ils vont être mutés. Donc grosso modo, il y aura, je crois que alors, sur le diapo du prof, je ne sais plus si c'est une partie à apprendre ou pas, il donnait le chiffre d'environ 9 protéines sur 10 qui sort muté, donc qui va être dégradé. Et là, pour le coup, 10% de CFTR, donc 10% de canal chlore fonctionnel, c'est pas assez pour maintenir un bon équilibre dans la cellule. Donc en fait, vous allez avoir la maladie. Protéasome et défense immunitaire. On a quasiment fini avec le cytosol. Donc, défense immunitaire, j'en ai vite fait parler tout à l'heure. C'était quand le protéasome va dégrader les protéines, il peut les présenter aux cellules immunitaires. Ça, pareil, normalement, tous ceux qui ont fait la PSVT, vous avez dû un petit peu voir tout ce qui est les leucocytes, donc les lymphocytes, les macrophages, les cellules dendritiques, etc. Et vous allez tous en bouffer en deuxième année de médecine, ceux qui iront en médecine. Donc déjà, immunité adaptative, est-ce que vous pouvez me rappeler ce que c'est que l'immunité adaptative? Bon, sinon, est-ce que vous vous rappelez en fait c'est quoi les 2 types d'immunité, grosso modo? Innée, ouais, c'est ça. Donc c'est innée et adaptative. Et est-ce que tu te rappelles en fait sur quelle cellule repose l'inné ou sur quelle cellule repose l'adaptative? Ah, on va voir. Alors, immunité innée, ça va dépendre des macrophages essentiellement. Et vous verrez donc ensuite en deuxième, troisième année, les cellules natural killer. Enfin, il y a plein de cellules qui sont impliquées. Mais pour résumer simplement, c'est les macrophages. C'est l'immunité en fait, qu'on a tous, grosso modo. Si vous avez un microbe lambda, vous allez être malade parce qu'il y a l'immunité innée qui va entrer en jeu et qui va combattre le virus, enfin le microbe, la bactérie, je ne sais pas quoi. L'immunité adaptative, donc celle qui intéresse ici, oui, voilà, c'est ça, c'est celle qui dépend des lymphocytes. Donc les lymphocytes, alors, il y a le T et le B, enfin, il y en a plein d'autres après, il y a pas mal de sous-familles. Donc grosso modo, vous avez les lymphocytes, c'est les cellules qu'il faut éduquer avec des anticorps ou avec des peptides. Là, par exemple, le protéasome, donc ça va stimuler cette immunité.
comment ça marche en fait. Donc, un virus va infecter votre cellule. La cellule est là donc dans le cytosol ou sur les organites des protéines qui vont dire attention, il y a un danger. Cette protéine-là, elle n'est pas à nous, elle est étrangère. On doit être infecté. Donc en fait, elles vont guider les protéines étrangères jusqu'au protéasome. Le protéasome, pardon, il va cliver cette protéine, il va la dégrader, il va faire ce qu'on appelle des peptides. Le peptide, c'est plus gros que l'acide aminé, c'est plus petit que la protéine. C'est un enchaînement d'une dizaine, il me semble, d'acides aminés. Je crois que c'est entre 5 et 10 acides aminés pour un peptide. Et ensuite, ces peptides, ils sont envoyés donc dans le système endomembranaire. Vous voyez sur le schéma en dessous, il y a le réticulum endoplasmique, puis le Golgi, puis ensuite, c'est exporté à la membrane. On va l'associer au CMH de type 1, au complexe majeur d'histocompatibilité de type 1. Ça, c'est juste un complexe de protéines qui va montrer des protéines aux lymphocytes. Et donc, en fait, ce complexe et le peptide clivé donc, va être présenté dans la matrice cellulaire, va être présenté au lymphocyte T, pour le coup. Enfin, là, c'est un T en tout cas. Le lymphocyte T, il va reconnaître, enfin, je veux dire, il va flairer, on va dire. Il va, comment dire hmm. Il va examiner, voilà, il va examiner le CMH qu'on lui présente. Il va se dire, la molécule qu'il y a dans le CMH, elle n'est pas à nous. Donc, la cellule présente dedans des protéines qui ne sont pas à elle. Donc, soit c'est une cellule infectée, soit c'est une cellule étrangère. Dans les deux cas, il faut que je la tue. Et en fait, le lymphocyte, en reconnaissant ce peptide étranger, il va tuer la cellule affectée. Donc, en fait, la cellule, là, elle se sacrifie, on va dire, pour que l'organisme reste sain. Alors, j'avais un petit schéma. Le schéma a dû sauter quelque part, tant pis. Donc, voilà, grosso modo, c'est ce qui se passe. Est-ce que ça va sur le protéasome et tout? Ouais, nickel. Alors, le protéasome, c'est fini. Donc là, on va voir les 4 principaux acteurs du cytosol, qui sont les protéines chaperons, l'ubiquitine, les protéines G et le calcium. Donc, sur les 4 là, normalement, vous connaissez le calcium un petit peu, vous savez ce que c'est, genre c'est le cas dans le lait, typiquement. L'ubiquitine, on en a parlé il y a quelques minutes, on va en reparler un peu plus en détail. Protéines chaperons, en fait, on les a évoquées tout à l'heure, mais vous ne saviez pas ce que c'était. Maintenant, vous pourrez les nommer donc. Et les protéines G, je ne pense pas que vous en ayez encore parlé, sauf si vous avez vu dans la membrane plasmique avec Calypso la semaine dernière. Mais là, pareil, on va un petit peu plus les expliquer. Alors, donc, on va faire dans l'ordre, hein. Les protéines chaperons, c'est quoi? Il faut savoir deux choses déjà qui sont importantes. Ce sont les protéines qui sont très conservées dans l'évolution. Donc, ça veut dire qu'on a à peu près les mêmes protéines chaperons dans le lombric, dans l'être humain, dans la fougère et je ne sais pas où, hein, dans le poisson. Ce sont des protéines qui sont présentes dans toutes les cellules, parce qu'en fait, toutes les cellules ont besoin de chaperons, et elles sont partout dans la cellule. Donc, ça pareil, vous avez des chaperons dans les organites, vous avez des chaperons dans le cytosol, donc dans le noyau évidemment, et je pense qu'il y en a aussi dans la matrice extracellulaire, mais là, c'était pas présent, enfin, c'était pas dans votre programme. Ces protéines ont 4 caractéristiques. Là aussi, c'est un bon item du QCM, attention. Elles fixent l'ATP ou l'ADP. Donc l'ATP, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'adénosine triphosphate, c'est une molécule énergétique. Passer de l'ATP à l'ADP, en fait, ATP triphosphate, ADP diphosphate. Grosso modo, il faut casser une liaison phosphate. Et comme j'ai dit tout à l'heure, casser une liaison, ça libère de l'énergie. Donc en fait, c'est les protéines qui utilisent de l'énergie en fait, avec l'ATP. Vous verrez qu'il y a d'autres protéines qui utilisent le GTP. C'est le même principe, que c'est pas c'est pas du A, c'est du G. Sinon, c'est pareil. GTP donne GDP et vous cassez une liaison, vous obtenez de l'énergie. Donc, elles ont une activité ATPasique, ces protéines. ATPasique, ça veut dire qu'elles vont utiliser de l'ATP. Elles se lient de manière non covalente avec leur cible. Ça, c'est très pratique en fait, parce qu'une liaison covalente, c'est quelque chose qui est très solide. Une liaison covalente, pardon, oui. C'est très solide, c'est très dur à casser. Donc, en fait, se lier de manière non covalente, ça veut dire que juste, elles se posent, elles font leur taf, elles s'en vont. Il n'y a pas besoin d'avoir une deuxième protéine qui vient par-dessus pour casser la liaison.
et balancer je ne sais pas combien de watts pour détruire la liaison entre la chaperon et sa cible. Et enfin, comme ce n'était pas encore assez compliqué, ces protéines chaperon ont des protéines co-chaperons. Donc en fait, dans n'importe quel mécanisme cellulaire, vous avez une protéine qui va être guidée par une protéine chaperon qui va être aidée par, je sais pas, entre 1 et 10 protéines co-chaperons autour. Donc en fait, ça fait une espèce de mini-galaxie de protéines et ça fonctionne comme ça partout, tout le temps. Donc, exemple de protéines, de fonctions, pardon, il y a la conformation spatiale des protéines. Ça va être les chaperons qui vont former les ponts disulfures, ou en tout cas qui vont aider à se replier. Pardon. Il va y avoir l'entrée dans le RE. Ça aussi, il y a un schéma qui sera, en fait, vous le verrez dans le cours quand vous aurez les cours. Grosso modo, l'entrée dans le RE, pareil, ça implique 2 membranes, 50 protéines, et donc des chaperons qui vont aider à la bonne conformation. Et un petit peu dans le même principe, mais ça, c'était l'exemple pour montrer que ça ne fonctionne pas que dans le système endomembranaire. Ça aide aussi à l'importation dans la mitochondrie. L'ubiquitine. Alors, l'ubiquitine, tout à l'heure, on a parlé d'ubiquitinylé. Ubiquitinylé, donc c'est mettre de l'ubiquitine sur une protéine. Elle, pour le coup, elle va se fixer de manière covalente aux molécules cibles. C'est-à-dire que la liaison, elle va être très solide. Et la raison, en fait, elle est toute bête, c'est que quand on va mettre plusieurs ubiquitines sur une protéine, donc entre 2 et 9, la protéine en question va être guidée par un chaperon jusqu'au protéasome pour être dégradée. Et donc, en fait, c'est pour ça que la liaison, elle est covalente. Vous imaginez bien que si l'ubiquitine, elle n'est pas bien fixée et qu'elle va se balader un peu partout, on va dégrader plein de protéines, en fait, qu'on ne voulait pas dégrader en temps normal. Et à l'inverse, les protéines qui étaient censées être dégradées, elles vont rester. Donc, en fait, la cellule, assez rapidement, elle va avoir un problème. L'ubiquitine, elle se trouve dans le cytosol. Donc, en fait, les ubiquitines ligases, elles vont se trouver que dans le côté cytosolique. Ça, c'est par dualité avec le côté extramembranaire, en fait, dans la matrice extramembranaire. Ça veut dire que, grosso modo, en fait, les protéines, on va dire, qui sont matricielles, qui ne sont pas dans la cellule, elles vont devoir rentrer pour être dégradées. Ou alors, elles sont dégradées par leurs propres moyens à l'extérieur de la cellule. Et comme le protéasome, il est intracellulaire, les ubiquitines ligases, celles qui mettent l'ubiquitine, elles sont également intracellulaires, côté cytosolique. Donc, grosso modo, en fait, là, vous avez du protéasome, vous avez des ubiquitines ligases parce que vous avez de l'ubiquitine. Les protéines G, alors là, pour le coup, vous allez en bouffer. Les protéines G, vous en voyez tout le temps. Elles n'ont pas vraiment de vraie définition, on va dire, sauf qu'elles utilisent du GTP ou du GDP. Donc ça, c'est pareil. Hein. Tout à l'heure, on a vu les protéines chaperon qui utilisaient l'ATP. Les protéines G, elles utilisent du GTP. Là, vous allez en voir beaucoup, que vous soyez en pharma, en med, peut-être même en dentaire aussi, parce qu'il y a une partie médicaments. Donc voilà, il y en a beaucoup de protéines en fait, et surtout, comme il y en a énormément, il y a beaucoup de médicaments qui agissent dessus. Et même s'il y en a plein, en fait, il y en a qui ont une structure qui est très similaire. Donc, il y a des familles à prendre, par exemple les RCPG, qui sont là, les récepteurs couplés aux protéines G. Tout ce qui est récepteur, d'une manière générale, déjà, c'est très ciblé par les médicaments. Et alors, ceux-là, en plus, comme ils ont tous la même structure, basiquement, tout le monde, en fait, a fait les médicaments dessus. Et dans énormément de maladies, vous aurez un médicament qui va agir sur un récepteur couplé aux protéines G. Je dis un médicament, il peut y en avoir 10 ou 15, hein, donc il faudra tout apprendre. Mais pas de suite, vous avez d'abord une année à passer en LAS, puis 2 ans tranquillou en deuxième, troisième année. Donc les protéines G, il y a 2 grosses familles, les monomériques ou les trimériques. On dit hétérotrimériques parce qu'elles ont 3 sous-unités, alpha, bêta, gamma. Et comme alpha est différent de bêta, qui est différent de gamma, ce n'est pas les mêmes, donc on dit hétérotrimérique. Sinon, on aurait dit homotrimérique, ce qui doit exister, mais ce qui est quand même vachement plus rare. Donc, grosso modo, là, il y a un petit tableau à apprendre. Là aussi, ça peut beaucoup tomber en QCM. Les protéines G trimériques qui vont échanger du GDP en GTP, ça va être les RCPG, donc les récepteurs couplés aux protéines G. Eux, ils sont membranaires. Ils possèdent d'ailleurs 7 domaines transmembranaires. C'est aussi un point important à connaître. Je ne sais pas si vous l'avez en LAS, mais en tout cas en PASS et après en année supérieure, c'est ultra important, ça tombe tout le temps. Donc ça, c'est les trimériques qui échangent le GDP en GTP.
Et ensuite, celles qui vont hydrolyser le GTP en GDP. Donc, en fait, celles qui vont utiliser le GTP pour avoir de l'énergie, c'est les protéines RGS. Donc, Regulator of G-Protein Signaling. Elles, basiquement, enfin, en tout cas, le nom, on ne l'utilise jamais, protéines RGS. Souvent, elles ont un nom propre à elles-mêmes. C'est-à-dire que quand vous allez voir, vous verrez très souvent le terme RCPG. Par contre, le terme RGS, je pense, vous allez quasiment jamais le voir. C'est pour ça que le terme RCPG est très important à connaître. Pour ce qui est des protéines G monomériques, donc il y a les GEF et les GAP. Le GEF va échanger le GDP en GTP, le GAP va hydrolyser le GTP en GDP. Donc hydrolyser, il va casser une liaison, donc en fait, il va faire de l'énergie. Donc voilà, ça pareil. Apprenez-les bien, GEF et GAP, évitez de les mélanger. J'ai pas de moyen mémotechnique pour celui-là, mais vous pouvez essayer d'en trouver un ou demander à quelqu'un s'ils en ont. Donc voilà, tableau bien à connaître, QCM facile là-dessus. Donc voilà, c'est pour rappeler que les RCPG sont très importants. Le calcium, enfin, le calcium, c'est un très gros morceau parce que c'est un élément qui est très important. Lui, c'est aussi un petit peu particulier. C'est un acteur majeur du cytosol, mais quasiment tout le temps, en fait, on ne trouve pas de calcium dans le cytosol, ou en tout cas quasiment pas. Vous avez peut-être en quantité extrêmement faible de calcium. Lui, il va être stocké dans donc, le compartiment extracellulaire, donc hors de la cellule, et ensuite dans les sites de stockage, genre l'enveloppe nucléaire, le réticulum endoplasmique, la mitochondrie. Et en fait, il va y avoir un signal donné. Ce signal, ça va provoquer l'ouverture de canaux. Donc, en fait, soit des canaux membranaires pour faire entrer le calcium qui est extracellulaire, soit les canaux du réticulum, soit les canaux du noyau, soit les canaux de la mitochondrie. Et en fait, ben, le signal, dans tous les cas, l'affinité sera la même. Le calcium va entrer dans la cellule et on va avoir un effet biologique. Donc, les effets biologiques du calcium, ça, vous devez aussi en connaître un normalement, les SPSVT. Alors, je parle beaucoup des SPSVT parce que j'ai moi-même fait SPSVT quand j'étais au bac. Je ne connais pas l'aspect physique ni l'aspect maths. Donc, je nie en fait là maintenant votre science générale bizarre de la réforme. Mais du coup, voilà, l'effet du calcium, un effet biologique du calcium sur un mécanisme cellulaire, on va dire, pour ceux qui sachent même, ceux qui savent même. Ouais, voilà, contraction musculaire, exactement. C'est le plus connu. Je ne sais pas si vous l'avez aussi en LAS. C'est sa contraction des myofilaments, tout à fait. Ouais, ouais. Donc ça, c'est un effet qui est extrêmement connu. Comme je disais, basiquement, le calcium va aider à la contraction musculaire. Grosso modo, enfin, ça pareil, il y a toute une machinerie que vous apprendrez en année supérieure encore, ou que vous aurez peut-être au programme dans le cytosquelette. C'était côté passe, je ne sais pas si c'est allé côté LAS ou pas. Donc vous verrez ça, mais donc le calcium a un rôle très important dedans. Le calcium, il a des effets à la fois directs et indirects. Donc direct, ça on a vu, le système contractile. Donc ça va être le muscle. Ça va être grosso modo le cytosquelette, hein, la mobilité cellulaire. C'est ce que je disais au début. Ça va permettre à la cellule d'avancer. En fait, il faut du calcium soit pour faire avancer les petites protéines, soit pour permettre à les protéines de cliver le squelette et donc de passer à travers, on va dire. Ça va aussi aider les protéines de fusion. Alors ça, vous avez peut-être vu la semaine dernière, tout ce qui est l'exocytose. Voilà, il faut du calcium pour que ça marche. Et moi, ça, je ne sais pas trop pourquoi. Et les effets indirects, ils vont impliquer une autre protéine qui est la calmoduline. La calmoduline, elle a besoin de 4 atomes de calcium pour s'activer. Et elle va elle-même, en fait, activer des enzymes. Voilà, les enzymes, après, elles sont vraiment multiples, hein. Il y a les phosphatases, les kinases, les adénylcyclases. Donc, en fait, elle va agir un petit peu partout. Et voilà. Donc, on a fini pour le cytosol. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Nickel. Donc, on va passer au reste. Le reste, ça sera un peu plus simple, à mon avis. En tout cas, c'est les plus petits chapitres. C'est les mitochondries et les peroxysomes. Alors, la mitochondrie, vous allez voir, j'ai mis le petit PNG là qui va bien. La page d'avant, ouais, je vais essayer. Voilà.
OK. Alors, les mitochondries et peroxysomes, donc, autant le peroxysome, vraiment, c'est un tout petit organite qu'on n'a pas connu il y a très longtemps, donc il n'y a pas encore grand-chose à dire dessus. Autant les mitochondries, on les connaît plutôt bien et elles n'ont pas grand-chose à voir en fait avec le reste de la cellule. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui sait d'où viennent les mitochondries à la base? Bactéries, ouais, c'est ça tout à fait. La mitochondrie, c'est ça. C'est ça, bah, pas mal. Pas mal du tout. Donc la mitochondrie, en fait, c'est une bactérie qui a fusionné avec la cellule, en symbiose donc, et en fait qui s'est adaptée et qu'on a gardé. Et ça explique énormément de ces bizarreries, on va dire, puisqu'elle ne ressemble à rien d'autre. Alors, elle est présente uniquement chez les eucaryotes. Bon, ça, je vous le fais vite. Eucaryote, cellule qui a un noyau. Prokaryote, cellule qui n'a pas de noyau, genre les bactéries. Et en fait, la mitochondrie est à la base une cellule prokaryote qui s'est planquée chez une eucaryote. Donc, elle a une double membrane d'enveloppe. Ça, c'est important parce qu'en fait, ça différencie du peroxysome qui a une seule membrane d'enveloppe. C'est aussi item de QCM. Elle ne fait pas partie du SE. SE, c'est système endomembranaire. On parle énormément en abrégation, en santé de manière générale, et en P1 encore plus. Et surtout, elle a un génome propre qui va coder pour 13 protéines mitochondriales. Donc en fait, elle a un tout petit ADN à l'intérieur. Elle a sa petite machinerie cellulaire et elle peut faire 13 protéines. Notez quand même que 13 protéines, ce n'est pas assez pour faire fonctionner une mitochondrie. Elle a 13 protéines mitochondriales et il y a des dizaines et des dizaines de protéines nucléaires qui vont en fait aider à faire fonctionner la mitochondrie dans la cellule. Donc cet organisme, il peut être soit isolé, soit en réseau. Et en fait, s'il est en réseau, il va être en interaction avec le cytosquelette, puisqu'en fait, le cytosquelette va l'aider à se déplacer, on va dire, dans la cellule. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué à visualiser. Dans la cellule, il y a des éléments qui sont, on va dire, un peu fixes. Donc, c'est tout ce qui est le cytosquelette, notamment. Enfin, tout ce qui est les filaments rigides, le centre nucléaire, etc. Et il y a des éléments qui vont se déplacer le long de ce cytosquelette. Donc, soit c'est des protéines, ce qui est assez évident, soit c'est des vésicules d'endocytose ou d'exocytose, donc qui vont être soit ramenés vers le Golgi, soit exportés vers la membrane pour être crachés à l'extérieur de la cellule. Mais donc, il y a aussi les organites qui peuvent bouger et être transportés le long du cytosquelette. Alors, ça, c'est donc le gros schéma de la mitochondrie. Donc, alors, si on enlève les espèces de crêtes mitochondriales, alors, j'ai pas le pointeur. Ah, pointeur, pointeur, pointeur. Ah, voilà. Sous le texte dessiné de marquage. Je suppose que c'est focus, je ne sais pas. Ah, voilà. Donc, le pointeur est nickel. Hop là. Si, putain, je l'ai plus. Bon, tant pis. Si on enlève les crêtes qui sont donc sur le schéma devant vous, là, vous voyez que la mitochondrie, ça ressemble énormément à une bactérie, puisqu'en fait, elle va avoir des ribosomes, de l'ADN. Donc, en fait, elle peut synthétiser ses propres molécules, ses propres protéines, pardon. C'est aussi pour ça que tout à l'heure, au tout début, quand on parlait du cytosol, il y avait une grosse astérisque en bas avec marqué protéines du génome nucléaire. Parce qu'en fait, on va avoir deux génomes dans la cellule, le génome nucléaire et le génome mitochondrial. Et c'est aussi point important pour les futurs pathologistes qui y a parmi vous. Tout ce qui va être des maladies mitochondriales, parce qu'il y en a, ça va être transmis uniquement par la mère, parce qu'en fait, les mitochondries se transmettent uniquement par le sexe féminin. La raison, il me semble que c'est qu'il n'y a pas de mitochondries dans le spermatozoïde. Donc en fait, voilà, vous avez vos mitochondries de vos mères, qui l'ont eux-mêmes, enfin, qui l'ont elles-mêmes de leur mère, etc., etc., etc. Donc, petite spécificité aussi sur cette espèce de bactérie bizarre qui est dans votre cellule. À part donc les crêtes qui servent à augmenter la surface, vous avez des zones d'accolement entre les deux membranes, qui a en plein milieu la zone d'accolement transitoire entre les deux membranes. Vous avez un espace intermembranaire assez large entre vos deux membranes.
Et vous avez des granules denses qui vont donc contenir le calcium notamment. Là, on vous met aussi le magnésium. Honnêtement, le magnésium, on n'en parle absolument pas en première année et en deuxième année non plus en médecine. Vous le verrez un petit peu en troisième année, ceux qui iront en médecine. Les autres, je ne sais pas si vous voyez les granules denses ou pas. Donc, composition. Donc, la membrane mitochondriale externe, elle va être composée de perméases. Donc, les perméases, toujours pareil étymologiquement. Ase, c'est une enzyme ou une protéine. Permé, ben, perméable. Donc, en fait, c'est des enzymes qui forment des trous, basiquement. Ça veut dire que la membrane, elle est trouée. Voilà, ils disent que ce sont des porines. Donc, ça permet les échanges entre le cytosol d'un côté et l'espace intermembranaire qui est de l'autre. Cet espace intermembranaire, il va contenir donc, ben, tout ce qui est les molécules du cytosol qui auront traversé par les porines de la membrane externe, des protons, donc des ions H+, des cytochromes C, qui sont des protéines assez importantes, et des procaspases. Les procaspases, elles servent à l'apoptose. L'apoptose qui est donc la mort cellulaire programmée. Donc, il y a la nécrose, c'est la mort d'une cellule involontaire, on va dire, par exemple par l'inflammation ou par un virus qui fait éclater la cellule. C'est dégueulasse, hein, la nécrose, la mort n'est pas prévue, il y a des morceaux partout, il y a l'inflammation. L'apoptose, la cellule, elle va choisir de mourir, du coup, c'est beaucoup mieux fait, on va dire. C'est très propre, c'est nettoyé, donc il n'y a pas de problème tout de suite. La membrane mitochondriale interne, elle est très différente de la membrane externe. Elle est imperméable aux protons H+. Donc, en fait, les ions qui sont dans l'espace intermembranaire, ils ne peuvent pas rentrer dans la matrice. Parce qu'en fait, ça, c'est parce que la chaîne respiratoire se trouve sur la membrane interne, chaîne respiratoire, donc elle va utiliser des protons, de l'oxygène, etc. Et ça va faire de l'ATP, ça va faire de l'énergie. Les crêtes qu'on a là, elles sont formées par la membrane interne. Et attends, je vais remettre. Il est où le focus? Hop là. Je vais remettre ça. Là, ce que vous voyez ici, par exemple, ça, c'est une crête. C'est que comme on est en vue 2D d'un organe en 3D, en fait, il faut imaginer que la crête, elle vient là de la paroi qui est derrière. En fait. Donc, en fait, elle a poussé par l'arrière vers l'avant. Voilà, c'est juste un petit peu, ça, c'est un petit peu compliqué. Il faut arriver à jouer dans les trois plans de l'espace parce que même si on fait que des coupes en 2D en BioC, en fait, ça se passe en 3 dimensions. Donc voilà, il faut réussir un petit peu à visualiser les choses. Et je pense que vous avez vu en anatomie aussi, c'est mieux d'arriver à bien tout mettre en relation. Et donc, bon, dernier point, la matrice. La matrice, c'est l'équivalent du cytoplasme, mais dans la mitochondrie. On appelle ça la matrice. Ah. Ah, voilà. Ça, c'est ça aussi, c'est un schéma, mais c'est sur les porines. Les porines, grosso modo, il y en a 150 000. Et donc, elles font passer un petit peu de tout, ADP, ATP, donc ça, c'est de l'énergie. Le pyruvate, énergie également. Les acides gras, toujours énergie. J'arrive plus à bouger le machin de chat. Hop là. Le phosphate, le NADH, ça aussi, c'est de l'énergie. Donc voilà, en fait, ça, c'est pour montrer les porines. Alors, elles fonctionnent de manière libre dans la membrane externe, puisque la membrane externe, elle est perméable, comme on l'a dit. Mais dans la membrane interne, il faut faire passer un proton pour que ça marche. Donc, il faut de l'énergie en plus. C'est un sympore, je crois qu'on dit. Et voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, en bas, là, il y a 3 types de transport, antipore, sympore, cotransport. Antipore, grosso modo, vous faites rentrer une molécule, il y en a une autre qui sort. Donc, c'est ce qu'il y a sur la membrane interne. Voilà, l'antipore, il est ici. L'ATP rentre, l'ATP sort. Le sympore, c'est tout ce qu'il y a là. Le pyruvate, putain, le pyruvate rentre, le H+ rentre. L'acide gras rentre, le H+ rentre. Le phosphate rentre, le H+ rentre. Grosso modo, en fait, le sympore, ça va dans le même sens. Et donc, ce sont des cotransports actifs, ça nécessite de l'énergie. Alors, pour ce qui est des zones d'accolement transitoire, ça, c'est ce qu'il y avait sur le premier schéma. Allez, on va y arriver. Voilà, c'est ce qu'il y a ici. Zone d'accolement transitoire entre les deux membranes. Au début, on peut juste se dire, ah, bah, c'est cool, c'est un petit truc particulier. En fait, non, c'est ultra chiant. En fait, c'est parce qu'il y a un complexe d'implantation des protéines qui vont directement du cytosol jusqu'à la matrice sans passer par l'espace intermembranaire.
Enfin, grosso modo, c'est là que passent toutes les protéines, hein. Celles qui vont aussi dans l'espace membranaire, elles vont juste s'arrêter en chemin et partir. Donc, si c'est une protéine de la membrane externe, elle va traverser TOM, qui est le petit nom du premier transporteur qui est ici. Donc, en fait, elle va traverser TOM, pas en entier, parce que sinon, elle se retrouve dans l'espace intermembranaire. Elle va juste traverser à moitié, puis elle va glisser sur le côté et s'insérer dans la membrane. Donc, si c'est la protéine intermembranaire, ben, elle traverse TOM en entier, elle s'arrête avant TIM et elle sort par les fentes qu'elle a là. Si elle appartient à la membrane interne, elle traverse TOM, elle va jusqu'à TIM, elle s'arrête dans TIM et pouf, elle glisse sur le côté. Et si c'est une protéine matricielle, elle traverse TOM, puis TIM, et elle finit dans la matrice, comme ça, tranquillement. Donc là, alors c'est très résumé, mais pareil, il y a toujours un complexe d'importation qui arrive, un complexe récepteur, des chaperons, des co-chaperons. Mais voilà, tout ça, c'est pas détaillé, donc en fait, tout ce qui n'est pas dans votre cours n'est pas à apprendre. Je rappelle aussi que ça, c'est pas le cours de la fac, hein, c'est le cours que nous, on a fait en résumé. Typiquement, moi, sur le cytosol, j'ai pas mis tous les schémas qu'il y avait sur le cours de la fac parce qu'il y en avait beaucoup trop, le cours faisant 71 diapositives. Et donc là, vous voyez qu'il y a des protéases aussi dans la matrice et dans l'espace intermembranaire. Alors, c'est les protéases AAA, c'est la même famille que le protéasome, sauf que ce ne sont pas des protéasomes. Mais voilà, c'est le même principe. Elles vont couper des protéines et sont capables de dégrader dans la matrice et dans l'espace intermembranaire. Il n'y en a pas dans l'espace hors intermembranaire parce qu'en fait, du coup, c'est côté cytosolique. Et côté cytosolique, il y a déjà le protéasome. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de foutre des protéases de ce côté-là. Les rôles de la mitochondrie, je suppose, je ne vois plus rien. Ouais, les rôles de la mitochondrie. Alors, rôle le plus important, donc production ATP, phosphorylation oxydative. Ça, c'est des grands mots, mais on ne sait jamais trop ce que ça veut dire. Ce qui est important surtout, c'est la respiration cellulaire. Ça, vous l'avez peut-être vu également en SP. Attends, s'il y a une seconde préférence par exemple externe. Hop, attends, j'essaie de retourner avant. Parce qu'en fait, la membrane externe de la mitochondrie, elle est côté cytosol. Vu que la membrane interne, en fait, c'est l'intérieur de la mitochondrie. La membrane externe, elle est côté cytosolique. Donc, en fait, là, ils l'ont coupé, voilà. Là, donc, membrane externe, membrane interne, matrice, qui est là, et là-haut, c'est le cytosol. Du coup, alors les rôles. Donc, la respiration cellulaire, ça, c'est très important. Ça permet de faire de l'énergie, en gros. Et vous allez aussi beaucoup le voir, je crois, en chimie, il me semble. Et donc, en fait, il y a pas mal d'autres petits rôles qui sont à côté. Défense antivirale et antibactérienne. Alors, il y avait un schéma pour les passes, il n'est pas dans le cours des LAS. Grosso modo, il y a des protéines sur la membrane externe de la mitochondrie qui vont interagir avec des protéines de la membrane du réticulum endoplasmique. Et en fait, elles vont interagir, elles vont aider à lutter contre l'infection, si infection il y a. Et donc ensuite, toujours pareil, hein, ils reconnaissent l'infection, la protéine est ubiquitinylée, la protéine part au protéasome, le protéasome la dégrade, ça fait des peptides. Les peptides sont exportés sur le CMH, là. Le lymphocyte, donc l'unité adaptative, reconnaît le peptide étranger. Le lymphocyte dégomme la cellule. Donc, quand il se passe ça, c'est plutôt une nécrose, hein. Mais la mitochondrie, elle va également aider à l'apoptose. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les procaspases. En fait, dans l'espace intermembranaire et dans la matrice mitochondriale, il y a plein de protéines apoptotiques, enfin pro-apoptotiques. Donc, quand il y a des signaux, quand la cellule elle sent qu'elle se fait vieille, grosso modo, quand la machinerie cellulaire elle commence à faire trop n'importe quoi, quand l'ADN est trop dégradé, la cellule elle se dit, bon, j'ai fait ma vie, il est temps de mourir, je déclenche l'apoptose. Et donc, elle va ouvrir ce qu'on appelle le mégacanal, qui est un gros canal qui a sur l'espace aussi d'accollement entre les deux membranes de la mitochondrie. Donc, méga canal, méga très gros canal, canal. Donc, c'est un très gros canal qui s'ouvre. Il y a plein de matériel qui sort. Et donc, en fait, tout ça, ça se retrouve dans le cytosol et ça permet de faire l'apoptose. Différence entre nécrose et apoptose.
La nécrose, donc, c'est une mort qui va être, enfin, une mort cellulaire qui ne sera pas programmée. Si par exemple, si un virus t'infecte, la cellule, enfin, elle va mourir et éclater. Si le protéasome, par exemple, ne marche plus, il y a trop de protéines, la cellule, pareil, elle meurt, elle éclate. Si un lymphocyte fait éclater la cellule, donc en fait, c'est tout ce qui est les morts qui n'étaient pas prévus. En tout cas, que la cellule meurt avant, on va dire, avant son heure. Et dans ce cas-là, il va y avoir une réaction inflammatoire parce qu'il y aura des débris partout. L'apoptose, par contre, la cellule, elle sait qu'elle va mourir. Et en fait, elle va elle-même déclencher sa mort. On dit que c'est la mort cellulaire programmée. Alors, le mécanisme exact, c'est que l'ADN, enfin les chromosomes du coup, de la cellule, au bout, il y a ce qu'on appelle les télomères. Et en fait, les télomères, ils ont une enzyme qui s'appelle la télomérase. Et grosso modo, quand les télomères sont trop courts, la cellule, elle le reconnaît. Et dans ce cas-là, en fait, quand elle sait quand les télomères sont trop courts, l'ADN risque d'être endommagé. Donc, plutôt que de devenir un cancer, voilà, la cellule, elle se dit, bah, autant mourir maintenant sans faire mourir tout l'organisme. Je vais me suicider de manière apoptotique. Et donc, quand elle fait l'apoptose, elle déclenche l'ouverture du méga-canal de la mitochondrie. Les procaspases qu'on a vues, elles vont se transformer en caspases. Le calcium va aussi rentrer dans le solidol. Et donc, voilà, ça va faire l'apoptose. Donc, en fait, ça va détruire la cellule intérieure, on va dire. Ça va s'auto-phagocyter. La mitochondrie, elle a aussi pas mal de petits rôles secondaires. Donc, elle fait le métabolisme des lipides. On a vu tout à l'heure il y avait l'implantation des acides gras. Elle va synthétiser les hormones stéroïdes. Ça, c'est plus intéressant, mais on n'en parle pas dans le cours des LAS, il me semble. Le réticulum endoplasmique, donc le RE, il est soit granuleux, parce qu'il y a plein de ribosomes dessus, donc dans ce cas-là, il sert à faire des protéines, soit lisse. Quand il est lisse, en fait, il va servir à synthétiser des stéroïdes. Et du coup, si vous voyez des cellules qui ont beaucoup de réticulum endoplasmique lisse et beaucoup de mitochondries, ben vous savez que c'est des cellules qui vont produire des hormones stéroïdes. L'hormone stéroïde, c'est une hormone qui est très grasse, en fait. Hein. Euh, donc voilà, c'est le petit point histologie du jour. Elle va synthétiser l'hème. Donc hème, ça sert à l'hémoglobine, donc c'est tout ce qui va être les globules rouges. Elle va contrôler la concentration en calcium cytosolique, puisque c'est un site de stockage du calcium, comme je vous l'ai déjà répété à peu près 10 fois aujourd'hui. Et elle va également produire les ROS et les ions superoxydes O2-. Ça, pour le coup, c'est mauvais. Ce sont des facteurs, on va dire, qui peuvent mener à alors soit à l'apoptose, si on arrive à contrôler ça avant, soit à la nécrose de la cellule. Euh, Retenez que s'il y a trop de ROS, c'est pas bon. Voilà, c'est les réactifs qui sont très puissants, très oxydatifs, et vous le verrez plus en deuxième année. Donc, petit résumé, la mitochondrie a deux membranes d'enveloppe. Une membrane externe qui est perméable, donc il y a les transports passifs. Une membrane interne qui nécessite transport actif, donc transport passif, la membrane, on passe comme dans du beurre, hein, pas de problème. Transport actif, la membrane, il faut forcer, donc il faut de l'énergie. Donc il faut des ions. Enfin, là, l'ion, c'était le proton H+, qu'on avait vu tout à l'heure. Elle a son propre génome qui code pour 13 protéines. Alors là aussi, toujours pareil, 13 protéines, ça c'est un chiffre facile de QCM. Donc les autres protéines, comme on l'a dit, elles viennent du génome nucléaire, donc on va les importer par le complexe TIMTOM. Et donc elle est spécialisée dans la production d'ATP et la phosphorylation oxydative, donc ce qui s'appelle la respiration cellulaire. Et donc elle a pas mal d'autres rôles, hein, stockage du calcium, l'apoptose, etc. Et on va passer au peroxysome. Alors, le peroxysome, alors déjà, est-ce que tout le monde a compris la mitochondrie ou pas? Avant que j'aille plus loin. Ouais, nickel. La diapo d'avant, oui. Alors, notez aussi toujours pareil, là, les points clés qu'on vous met en fait sur les pré-rentrées et qu'on fera, enfin, non, vous n'avez pas les tutorats, vous. Mais les points clés qu'il y a et après les vidéos des petits statutes, c'est les points importants du cours, mais ce n'est pas tout ce qu'il faut apprendre. Il faut tout apprendre dans le cours en première année. Tout est susceptible de tomber, y compris les trucs les plus improbables. Et en fait, le problème de la première année, c'est que c'est tellement sélectif que c'est rarement ce qui est le plus important qui tombe. Donc voilà.
vous ne tenez pas en fait, si vous trouvez des QCM parfois où on parle de mitochondrie, mais l'item, en fait, il n'y a absolument rien qui est marqué ici. C'est que des trucs improbables. Par exemple, un QCM sur les porines, si vous voulez. Ça peut tomber. Voilà. Même si je pense qu'on sera plutôt gentil sur les QCM qu'il y aura là pour l'examen de fin de pré-entrée. Allez, les peroxysomes. Le peroxysome, donc, c'est un petit organite qu'on a découvert très, très récemment, mais vraiment très récemment, à la fin du XXe siècle. Et eux aussi, alors ils sont un peu particuliers, ils ne ressemblent pas au système endomembranaire, ils ne ressemblent pas aux mitochondries. Donc, ils sont classés avec les mitochondries, donc ce ne sont pas des organites du système endomembranaire. Pardon. Mais ils proviennent, en fait, je sais pas comment dire, ils viennent du système endomembranaire, mais ils ne sont pas considérés comme faisant partie de ce système. Un peu comme l'inclusion lipidique tout à l'heure, si vous voulez. Hein. C'était une partie de membrane qui n'est pas une membrane. Ben, ça vient du système endomembranaire, mais ça ne fait pas partie du système endomembranaire. Ils sont délimités par une seule membrane d'enveloppe, alors que les mitochondries en avaient deux. Ils sont sphériques ou ovalaires. En fait, c'est une petite boule, le peroxysome. Et donc, ils sont soit isolés, soit en réseau, ça pour le coup, comme les mitochondries. Ce qui est important, c'est qu'ils vont contenir la catalase qui consomme de l'H2O2. H2O2, donc c'est l'eau oxygénée. C'est l'eau qui pique, là, celle que vous avez mis dans les yeux et qui vous a arraché la cornée, ben, c'est ça. Et comme je l'ai dit, donc ça se forme à partir du système endomembranaire, ça se forme à partir du réticulum endoplasmique. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se forment à partir du réticulum endoplasmique. Donc leur rôle, grosso modo, alors ça va être l'oxydation et la détoxification. Voilà, si vous retenir un truc, à mon avis, bon là en fait les trois sont importants, mais le plus célèbre c'est lui. Détoxification surtout. Grosso modo, quand vous allez être en deuxième ou troisième année, que vous allez connaître les soirées, le Florida, etc., vous risquez de beaucoup boire, donc vous risquez d'avoir un gros foie, et votre foie, pour éliminer l'alcool, en fait, il aura beaucoup de peroxysome parce que ça va aider à détoxifier. Parce que les métabolites de l'alcool ne sont pas forcément tous sains, on va dire. Donc en fait, tout ça va être utilisé par le peroxysome. Donc deuxième fonction, production et dégradation de l'eau oxygénée. L'eau oxygénée, honnêtement, c'est pour la catalase, qui est une enzyme du peroxysome, mais elle n'a pas forcément de véritable fonction à part ça. Enfin, si, du coup, c'est de l'eau qui est très puissante, donc ça va oxyder, enfin, ça va beaucoup oxyder et tout. Mais disons, dans le rôle cellulaire, on va dire, il n'y en a que dans le peroxysome de l'oxygéné. Ça, c'est important, parce que c'est très puissant. Donc, il n'y en a que dans le peroxysome, et on n'en parle pas énormément non plus, parce que c'est assez rare d'avoir une intoxication à l'oxygéné. Autre rôle, c'est la bêta-oxydation des acides gras à longue chaîne. Il y a beaucoup trop de mots inconnus dans cette phrase. Ça, vous verrez aussi quand vous ferez les lipides, vous ferez les acides gras. Bêta-oxydation, grosso modo, il va être oxydé, donc on va ajouter de l'oxygène. Et vous allez voir qu'il y a des positions, donc là, c'est la bêta-oxydation. Voilà, c'est un terme à connaître, qu'on n'est pas dans le piège si jamais il y a marqué le peroxysome sert à la alpha-oxydation, sert à la gamma-oxydation. Donc là, c'est bêta-oxydation. Des acides gras à chaîne longue, toujours pareil, hein, bêta-oxydation des acides gras à chaîne courte, ça serait faux. Et donc, le petit schéma du peroxysome, donc vous voyez votre espèce de forme improbable du peroxysome, une espèce de boule avec une petite protubérance. Les acides gras rentrent par ici, par les perméases. Donc, perméase comme pour la mitochondrie, hein, sauf que là, c'est un transport actif, il y a de l'ATP, il y a de l'énergie. Donc, elles rentrent, ils sont oxydés ensuite, et alors, on peut les couper. Sinon, juste en fait, on les oxyde et on s'en fout sinon. L'oxygène dissous, alors l'oxygène, c'est un gaz. Donc, les gaz, ils n'ont pas besoin de transport. Donc, lui, il rentre tout seul, sans canal. Il va aider à l'oxydation. Il va faire aussi donc, de l'oxygéné qui sera dégradé par la catalase. Et ensuite, l'acétyl-CoA. Bon, honnêtement, l'acétyl-CoA, je ne connais pas trop. Je ne veux pas trop vous en parler. Je crois qu'il sert après au cycle de Krebs. Mais ça remonte un petit peu pour moi, donc je préfère pas vous dire de bêtises. Voilà aussi ce qui est important dans ce schéma, c'est ce qu'il y a ici.
La production d'oxygéné ne se fait que dans le peroxysome et elle sera ensuite dégradée par la catalase, dont on va parler juste après. Ah, mais il me semblait qu'on allait en parler, mais en fait, non. Pour ma petite QCM surprise, concernant le cytosol, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes? Donc, vous répondez dans le chat, il y en a entre 1 et 5 exactes. Bon, vous êtes à peu près tous d'accord, c'est bien. C'était ADE. Alors là, E, je mettrais quand même une barrière parce que c'est moi qui ai marqué que c'était absent pour que vous compreniez en fait qu'il n'y en a quasiment pas. Dans le cours, je crois que c'est pas marqué absent. Il faudra revérifier. C'est juste que c'est pas moi qui fais le QCM après, donc j'ai pas pu voir l'item. Mais là, vu qu'en fait sur le diapo c'était marqué qu'il était absent, il en comptait vrai. Le cytosol est un lieu de stockage des lipides. Ça, c'est vrai. On l'a vu tout à l'heure avec l'inclusion lipidique et mon magnifique schéma d'adipocytes. Le peptide signal permet l'adressage des protéines noyaux. C'est faux. Il permet l'adressage au réticulum endoplasmique. Le protéasome fonctionne à pH acide. C'est faux. Il fonctionne à pH neutre. C'est le lysosome qui fonctionne à pH acide. Les protéines chaperon ont une activité ATPagique. C'est vrai. C'était une de leurs quatre spécificités. Et donc, le calcium est en temps normal absent de l'histosol. Ça, c'est vrai. QCM numéro 2 sur la mitochondrie maintenant. Toujours pareil, entre 1 et 5 réponses vraies. Ouais, ça, vous avez tous trouvé, grosso modo. Les bonnes réponses étaient CD. La E, en fait, la catalase, il y avait une diapo, je suis sûr, j'ai relu une diapo hier, il y avait une diapo sur la catalase et tout, qui n'existe plus, qui a dû sauter en fait un moment. Tant pis. Je ferai un petit point après sur la catalase. Alors, la mitochondrie peut exister chez les prokaryotes, c'est faux, c'est que chez les eucaryotes. C'était marqué sur la généralité de la mitochondrie. Elle fait partie du système endomembranaire, du coup, ça c'est faux. C'est l'un des deux organites avec le peroxysome qui n'en fait pas partie. La membrane externe est en contact avec le cytosol, elle est perméable aux protons. C'est vrai, on l'a vu tout à l'heure. Elle participe à l'apoptose, c'est vrai, avec le mégacanal. Et elle contient la catalase, c'est faux. Ça, c'est le peroxysome qui contient la catalase. Je vais voir si c'est pas là. Alors, grosso modo, je vais retourner là-bas. Voilà. La catalase, alors c'est une enzyme qui est très spécifique du peroxysome. C'est en fait, je crois que c'est la seule enzyme à connaître du peroxysome parce que c'est elle qui va consommer l'oxygéné et qui va permettre de la dégrader, en fait. La catalase, c'est l'enzyme qui va permettre qu'il n'y ait pas une trop grosse concentration en oxygéné pour que ça ne devienne pas dangereux. Voilà, c'est elle qui va oxyder, détoxifier. C'est la catalase. C'est vraiment l'enzyme phare du peroxysome. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la catalase. Je finis bien en avance, même si ce n'était pas un énorme point non plus. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que vous avez des questions sur d'autres matières aussi, ou sur les études, ou sur quoi que ce soit?
Ouais. Hop là. De rien. Et il n'y a pas de diapo après, non, on n'a pas sauté d'ailleurs non plus. Bon, voilà, donc ça, c'est le traditionnel petit message de fin. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le TAM ou à me contacter. Je vous avoue que je n'aurai pas tellement le temps là, de vous répondre cette année. Mon nom, voilà, c'est Alexandre Cicolini, C-I de C-O-L-I-N-I. Bien sûr, vous contactez les responsables matière du E9, les responsables des LAS, et ils sauront vous répondre. Voilà, voilà. Bon courage à vous. Ah oui, aussi, n'ayez pas peur d'aller au QCM de fin de pré-rentrée. Parce que l'an passé, il y en a plein qui ne l'avaient pas fait parce qu'ils disaient non, je vais avoir 7, c'est nul, etc. Au début, c'est normal d'avoir des notes de merde, hein. Moi-même, pendant le premier semestre en PACES, j'ai jamais dépassé les 11 en écurie. Ça m'a pas empêché de réussir la PACES et d'avoir 14 à l'examen à la fin. Enfin, voilà. C'est que des exemples là. Enfin, c'est que les entraînements. Il vaut mieux se tromper maintenant. Il vaut mieux même beaucoup s'entraîner pour arriver en pleine possession de ses moyens à l'examen final. Merci.